Excuse, Charles. Bonsoir, un ministre de la Défense qui démissionne après 13 jours de guerre et 6 mois d'interrogation. C'est donc la principale information de la journée. Jean-Pierre Chevènement n'aimait pas la logique de guerre. À plusieurs reprises, il avait difficilement caché son trouble. Aujourd'hui, dans une lettre qu'il adresse au président de la République, il affirme que la guerre risque de nous éloigner des objectifs fixés par les Nations Unies. Dans quelques instants, réaction en France et à l'étranger. L'actualité ce soir côté guerre, c'est encore des images irakiennes qui nous montrent Bagdad et Bassora bombardés par l'aviation alliée. Vous les voyez, la population civile aurait été touchée dans ces attaques. Une interview également, celle de Saddam Hussein, qui brandit les menaces chimiques et nucléaires et qui regrette publiquement d'avoir relâché les otages occidentaux. Au 13e jour de la guerre du Golfe, nous écouterons enfin une interview de Yasser Arafat, qu'il vient d'accorder d'ailleurs à Christine Ockrent. Le leader de l'OLP évoque l'éventuel recours aux armes chimiques et lance un nouvel appel à la France. Voilà pour les grands titres de cette édition. Après 6 mois de crise et 13 jours de guerre, Jean-Pierre Chevènement a donc démissionné ce matin. L'homme n'aimait pas la logique de guerre, il s'en était expliqué à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, il avait toujours appliqué scrupuleusement les décisions du président de la République. Ce matin, Jean-Pierre Chevènement a donc décidé de démissionner, car pour lui, le cas de conscience devenait un véritable problème politique. Roland Sicard. C'était la foule des grands jours pour la conférence de presse du ministère de la Défense. Jean-Pierre Chevènement devait faire le point en personne, mais au dernier moment, coup de théâtre. Oui, mesdames et messieurs, je vous demande un moment de silence. Le ministre et le SEMA ne seront pas présents à ce point de presse. Ils en sont confus et désolés, mais ils ont retenu par d'impérieuses nécessités. Des nécessités impérieuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Au même moment, Jean-Pierre Chevènement vient sans doute de mettre la dernière main à une lettre particulièrement importante, celle de sa démission. Une phrase clé, la logique de la guerre risque de nous éloigner chaque jour des objectifs fixés par les Nations Unies. Autrement dit, jusqu'au bout, le ministre de la Défense aura tenu à marquer sa différence. Quelques minutes plus tard, à l'Élysée, la démission est officielle et le nom du successeur annoncé, c'est Pierre Joxe qui s'installe à la Défense. Pierre Joxe, qui comme ministre de l'Intérieur avait assisté à tous les conseils de défense réunis depuis le début du conflit, comme on le dit à Matignon, il est immédiatement opérationnel. Matignon, justement, où Jean-Pierre Chevènement était invité à déjeuner, là non plus, personne ne l'a vu. Pierre Joxe, lui, a bien fait une apparition, mais il ne s'est pas attardé. Le nouveau ministre a sans doute des dossiers à potasser. Alors aujourd'hui, on rappelle volontiers que Jean-Pierre Chevènement avait été l'un des membres fondateurs de l'association des amitiés franco-irakiennes. On rappelle aussi qu'il avait évoqué à plusieurs reprises une éventuelle démission pour ne pas gêner l'action du président de la République. On se souvient enfin de sa précédente démission, c'était en 83. Et à cette époque-là, il avait notamment déclaré « Un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne ». Flashback pour mieux comprendre avec Bruno Roger Petit. Ce ministre de la Défense-là ne voulait pas devenir ministre de la guerre. Le cas de conscience étant devenu cas de divorce, la guerre du Golfe, déclenchée le 17 janvier, a eu raison des résolutions de Jean-Pierre Chevènement, affichées 2 jours seulement avant le début des hostilités. Je fais mon devoir selon l'idée que je m'en fais. L'homme passe tout à fait au second plan. Je n'ai pas besoin de vous parler de ce que je peux éprouver. Je le garde pour moi, je le garde pour moi. 14 jours plus tard, le ministre s'efface devant l'homme. C'est la démission. Le problème Chevènement est réglé, car il y avait bien un problème Chevènement au gouvernement. Embargo, blocus, ultimatum, conflit, chaque fois que la France a fait un pas de plus dans la logique de guerre, Jean-Pierre Chevènement a suivi François Mitterrand avec réticence. Déjà le 22 août 1990, une première rumeur de démission a couru. Rumeur aussitôt démentie, mais la divergence entre François Mitterrand et Jean-Pierre Chevènement est alors publique. Tout comme sont alors rendues publiques à l'époque les amitiés irakiennes de Jean-Pierre Chevènement et la polémique sur sa prétendue fascination pour Saddam Hussein. J'ai dit que la pensée du président Hussein était intéressante, et en effet, c'est un homme qui a montré dans l'histoire un grand pragmatisme et une grande capacité tactique. Je crois que personne ne peut le nier. Refusant la logique de guerre, 6 mois durant, derrière François Mitterrand, Jean-Pierre Chevènement campe sur ses positions. Seul l'embargo peut faire plier l'Irak, et il faut tout faire pour éviter le conflit. Je pense qu'il est quand même extraordinaire qu'un certain nombre de gens aient voulu faire la guerre avec le sang des autres, hein, et considérer qu'on pouvait régler comme cela le problème en faisant tonner le canon.
En dépit de ses avertissements, de ses réserves, de ses désaccords, Jean-Pierre Chevènement reste ministre de la Défense. Jusqu'au bout, il plaide sa cause. François Mitterrand écoute, mais ne suivra pas. Peu d'amis à moi, personnels ou politiques, seront saisis de troubles dont j'aime le jugement, qui le plus souvent m'éclaire et que je ne suivrai pas en cette circonstance. La guerre engagée, Jean-Pierre Chevènement choisit de rester avec ses ambiguïtés. Dernière fausse note, il déclare que l'armée française n'interviendra qu'au Koweït. François Mitterrand corrige le tir, la France frappera en Irak s'il le faut. Encore une semaine et c'est la démission. Décidément, ce ministre de la Défense-là ne voulait pas être ministre de la guerre, en tout cas, pas de cette guerre-là. On jette un coup d'œil rapide sur les réactions. Côté socialiste, on prend acte de la démission de Jean-Pierre Chevènement et on rappelle que la politique de la France ne saurait être remise en cause par une simple modification du gouvernement. Le groupe socialiste était réuni cet après-midi à l'Assemblée nationale pour écouter Roland Dumas. Apparemment, on n'était pas pressé de faire des commentaires. François Brabant. La porte claquée par Jean-Pierre Chevènement a résonné bien fort au sein du groupe PS. Réunis à l'Assemblée pour écouter Roland Dumas, les députés socialistes, embarrassés, mal à l'aise, ne se bousculaient pas pour commenter l'événement. Après 2 heures de discussion, le groupe socialiste décidait de s'abriter derrière la politique de François Mitterrand. Nous avons pris acte d'une décision gouvernementale ici et nous sommes dans le domaine législatif. Je n'ai pas de commentaires à faire en tant que président de groupe. Officiellement, les élus socialistes n'ont donc pas d'avis sur la question. Seuls les proches de Jean-Pierre Chevènement tentent d'expliquer son geste. Sur les combats en accord américain. J'ai le sentiment que la guerre devient quand même à dominante américaine. Petit à petit, elle est en train de changer d'objectif. C'est mon opinion, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'elle est en train de changer d'objectif. C'est pas forcément visible comme ça, spontanément, mais je crois que c'est ce qui a pour beaucoup décidé Chevènement. Ça veut dire que François Mitterrand s'est aligné sur les positions américaines et que Jean-Pierre Chevènement désapprouvait cet alignement? Encore une fois, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que cette guerre risque de déraper. François Mitterrand prend ses responsabilités. Il sait très bien ce qu'il fait. Jean-Pierre Chevènement a accédé à la demande du président de la République de rester à son poste. Il a donc mis en place, comme c'était dans le cadre de ses devoirs d'État, le dispositif Daguet. Dieu merci, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de perte française. Le dispositif est en place. Jean-Pierre Chevènement peut se retirer et montrer par là que des hommes politiques sont capables d'être fidèles à leurs principes, à leurs convictions et à leurs analyses. Au sein du PS, le débat semble loin d'être clos, même si les chevènementistes excluent pour l'instant un éclatement du parti. Dans l'opposition maintenant, en dehors de Jean-Marie Le Pen qui évoque un événement d'une qualité, d'une gravité exceptionnelle, fin de citation, les commentaires tournent autour d'une clarification de la situation. Beaucoup estiment que l'attitude de Jean-Pierre Chevènement était intenable, mais certains, comme Philippe Séguin, ajoutent qu'elle était aussi très respectable. Réaction au micro de Véronique Saint-Olive. Elle est normale, elle est navrante. Elle est normale parce que Chevènement était contre l'offensive militaire. Elle est navrante parce que l'image de la France, l'image de son gouvernement, le sérieux de notre action, le moral de nos troupes peuvent en subir des conséquences lourdes. C'est une décision qui aurait dû être prise beaucoup plus tôt. Je serais tenté de dire que cela vient ou trop tard ou trop tôt. Trop tard parce que si M. Chevènement avait des problèmes de conscience, il fallait qu'il s'en aille dès le départ, dès le début des événements, dès le début de la guerre. Et puis trop tôt parce que là, il abandonne l'armée française alors qu'elle est engagée dans le conflit. Et je trouve que c'est une très lourde responsabilité pour un homme politique, ce que devient faire M. Chevènement. Je crois qu'il souligne l'ambiguïté de la politique que mène François Mitterrand en l'absence ou à défaut de M. Rocard. Et je suis à peu près sûr que le remplacement de M. Chevènement par un homme aussi contesté et contestable que M. Jox n'est pas prêt de rendre sa confiance à l'armée française. Je n'ai pas approuvé la mise en cause par le ministre de la Défense de la légitimité de l'engagement de la France dans le Golfe. En revanche, je comprends qu'il se demande si nous ne sommes pas entraînés, malgré nous, dans une logique qui n'est pas celle que nous avions choisie au départ. Dernière réaction en date, celle des pacifistes qui avaient interpellé le ministre de la Défense à plusieurs reprises. De ce côté-là, on se réjouit ouvertement de la décision de Jean-Pierre Chevènement, mais on craint maintenant un dérapage sur le terrain militaire. Voici quelques réactions
au micro de Gilles Leclerc. Pour ceux qui dès le début disent non à la guerre, le geste spectaculaire de Jean-Pierre Chevènement vient réconforter un mouvement qui depuis quelques jours paraissait chercher un second souffle. Et cette initiative est d'abord saluée comme celle du courage. C'est courageux, c'est honnête. Le gouvernement a dit une chose au Parlement, aujourd'hui il en fait une autre. À partir du moment où l'on n'est pas d'accord avec une telle orientation, eh bien il est normal de dire non et de démissionner. Quand il s'agit du ministre de la Défense lui-même qui démissionne à cause de la guerre, ça doit faire réfléchir. Au fond, ça confirme tout ce que nous disons depuis longtemps, la guerre ne peut pas être une solution pour régler ce problème. Motif de réflexion pour les pacifistes, mais aussi motif d'inquiétude pour les semaines qui viennent. Les raisons qu'il donne sont extrêmement dramatiques et fortes, logique de guerre, mais c'est surtout que cela conduit à une logique de dérapage de la guerre. On risque d'effacer un peuple de la carte parce qu'on n'a pas eu Saddam Hussein. On risque de voir utiliser des armes non conventionnelles, c'est-à-dire la barbarie dans cette civilisation. On risque surtout, et il le dit, d'être en contradiction totale, non seulement avec les objectifs de l'ONU, non seulement avec la résolution, mais avec la charte de l'ONU. Reste maintenant à connaître la réaction d'une opinion jusque-là favorable en majorité à la politique de François Mitterrand dans la crise. Albert Duroy, bonsoir. Alors on savait depuis le début du conflit que Jean-Pierre Chevènement éprouvait un certain malaise, on l'a dit. Alors pourquoi avoir tant attendu avant de démissionner? Oui, depuis le 2 août, Chevènement n'avait plus, disons les choses comme elles sont, qu'un rôle secondaire dans l'action de la France au Moyen-Orient. Entre celui qui décide, le président de la République, et ceux qui exécutent, les militaires, il n'était qu'un intermédiaire. En plus de ce rôle ingrat, il était hostile à la plupart des décisions qu'il était chargé de faire appliquer. Il estimait que la France allait trop loin dans l'engagement militaire. Il trouvait qu'elle s'alignait excessivement sur les Américains. Il redoutait qu'elle compromette ses relations avec le monde arabe. Il pensait que les Nations Unies n'auraient pas dû autoriser la guerre et il considère aujourd'hui que la guerre dépasse même les objectifs fixés par les Nations Unies. À plusieurs reprises, Chevènement avait déjà proposé sa démission. Aujourd'hui, il l'a imposée. Pourquoi? Peut-être par ras-le-bol, comme on dit, plus probablement parce qu'il ne veut pas assumer personnellement les conséquences politiques et militaires de ce qu'il considère comme un engrenage dangereux. Alors question Albert, est-ce que ça va brouiller ou au contraire clarifier la position de la France dans cette affaire? Je crois que la réponse est simple, ce sera une clarification. Pour les chefs militaires, pour les responsables politiques de droite ou de gauche qui approuvent l'action actuelle de la France, ce sera même un soulagement. Dans une épreuve, il est difficile de supporter qu'un gouvernement ait deux langages, même s'il n'a qu'une seule politique. Pour les pacifistes, en revanche, vous l'avez entendu, cette démission augmentera leur détermination car elle leur servira à justifier leurs pires inquiétudes. Cette démission, enfin, va ranimer le débat politique franco-français et créer une vraie cassure au Parti socialiste, mais ces conséquences-là apparaîtront pour le moment bien secondaires par rapport à la gravité de ce qui se passe dans le Golfe. Merci Albert. Le départ de Jean-Pierre Chevènement débouche donc sur un remaniement ministériel. Pierre Joxe a immédiatement été nommé ministre de la Défense. C'est donc un fidèle du président qui est désormais en charge de la Défense nationale. Portrait signé Hervé Brusini. Désormais leur ministre, c'est Pierre Joxe. Signe avant-coureur, Jean-Pierre Chevènement siégeait lors des derniers conseils de défense d'un côté de la table et en face, il y avait un certain Pierre Joxe, tout proche voisin du chef de l'État. Aujourd'hui donc, l'Élysée a parlé, Pierre, le très fidèle, a enfin sa nouvelle affectation. Depuis plusieurs mois, on sentait le ministre de l'Intérieur comme en réserve. Déjà en 88, l'énarque Joxe n'avait pas vraiment souhaité son retour place Beauvau. L'appareil policier, la sécurité, tout cela n'avait plus guère de secret pour lui. Pierre Joxe avait fait un premier passage dans la fonction de 84 à 86. Et puis les affaires s'étaient multipliées. La Corse, Carpentras, les renseignements généraux, Pierre Joxe parait les coups, défendait ses options, mais une sorte de retenue semblait marquer son action. Pierre Joxe paraissait attendre un signe de François Mitterrand. Les deux hommes se connaissent depuis 65. Élu député en 73, président du groupe socialiste en 81, Pierre Joxe étayait une réputation d'homme de fer, de serviteur de la République. Sa fille se nomme Marianne. Pointilleux, âpre, avec lui François Mitterrand sait qu'il n'aura ni état d'âme, ni flatterie. L'armée fera peut-être grise mine. Elle sait que l'officier de réserve, Joxe, a milité contre la guerre d'Indochine et celle d'Algérie. Mais tout cela est bien loin. Aujourd'hui, lui s'en va,
et cède la place à celui qui désormais a en charge la politique de défense. C'est également un fidèle du président de la République qui succède à Pierre Joxe au ministère de l'Intérieur. Philippe Marchand, élu de Charente-Maritime, était auparavant ministre délégué chargé de la décentralisation et de la sécurité civile. Ancien membre de la commission des lois, M. Marchand a présidé la mission parlementaire d'information sur l'intégration. Son rapport a d'ailleurs servi de base au débat sur l'intégration il y a quelques mois à l'Assemblée nationale. Conséquence directe de la guerre du Golfe, la démission de Jean-Pierre Chevènement suscite, vous vous en doutez, de nombreux commentaires à l'étranger. Première réaction à Londres, où l'on rejoint tout de suite Christian-Marie Monod. La démission du ministre français de la Défense fait les titres des télévisions britanniques. Les commentateurs se plaisent à rappeler qu'il a été un des fondateurs de l'association franco-irakienne et se demandent s'il participera demain aux prochaines manifestations pacifistes. Pour ce journaliste, Jean-Pierre Chevènement était équivoque. On a l'impression que les Français préfèrent quand même de faire le minimum de guerre possible. Et c'était toujours le problème avec un ministre de la Défense à Paris qui on avait l'impression qu'il ne voulait pas faire la guerre. Et ça, évidemment, pour la classe politique et pour les militaires britanniques, c'était quelque chose d'assez difficile à comprendre. Le ministre britannique de la Défense, Tom King, n'a fait aucun commentaire. Mais les deux hommes n'avaient eu aucun contact depuis le début de la guerre. La classe politique se réjouit de ce changement. Ce qui nous tracassait beaucoup ici, c'était que son attitude donnait l'impression que la France hésitait, peut-être pour des raisons rationnelles, sur la poursuite de la guerre. Maintenant, avec l'arrivée de M. Joxe au lieu de M. Chevènement, ça va nous rassurer beaucoup parce que je vais supposer que ça va être une position beaucoup plus claire et dure envers la poursuite terrestre de la guerre. Jean-Pierre Chevènement n'est pas connu des Britanniques. En revanche, la presse, les politiques et les militaires ont toujours trouvé son rôle pour le moins ambigu. Et le changement de ministre de la Défense est considéré ici comme un renforcement de la présence française dans la guerre du Golfe. Avec Jacques Abouchard en direct de Washington, voyons maintenant comment la démission du ministre de la Défense a été accueillie aux États-Unis. Est-ce qu'il y a déjà des commentaires dans la presse ou à la télévision, Jacques? Eh bien oui, les radios et les télévisions du matin ont accordé une importance inhabituelle à l'événement. Ils l'ont commenté en faisant valoir que M. Chevènement, au début de la crise, avait marqué une certaine réticence à l'engagement français et que, notamment, il avait essayé de limiter les missions de l'aviation française au territoire koweïtien à l'exclusion de l'Irak. Mais, il y a quelques instants, la Maison-Blanche vient de réagir. M. Fitzwater, à qui on demandait si la démission de M. Chevènement enlevait un obstacle aux relations franco-américaines. Il a dit, mais il n'y avait pas d'obstacle dans ces relations. Les Français ont pris des engagements dès le début et ils se sont tenus sans équivoque à ces engagements. Un mot également de l'avertissement de l'URSS aux États-Unis. Vous savez que Moscou estime que l'aviation américaine va un peu trop loin dans la guerre du Golfe en bombardant des zones qui sont occupées par... Je vous ai perdu. Vous m'entendez, Jacques? Oui, je vous entends, oui, là. Voilà. Oui. Un mot également de l'avertissement de l'URSS aux États-Unis. Vous savez que Moscou estime que l'aviation américaine va un peu trop loin dans la guerre du Golfe en bombardant des zones à forte concentration de civils. On peut savoir ce que répond Washington? Eh bien, écoutez, à Washington, on considère que la position soviétique n'est pas très claire, parce que ce que disait aujourd'hui le porte-parole présidentiel, M. Ignatenko, n'était pas le reflet de ce que disait hier le ministre soviétique des Affaires étrangères, qui est à Moscou et qui a mis une sourdine à certaines critiques et qui semblait s'aligner, si vous voulez, sur la position américaine. Mais on a deux explications ici. On pense que, un, les Russes ne veulent pas avoir l'air d'être à la remorque des États-Unis, qui ne veulent pas être simplement spectateurs dans l'affaire du Golfe, mais qu'ils veulent être participer. Et deuxièmement, on pense également que du côté de l'armée soviétique, il y a on prend un certain ombrage à considérer la puissance dominante américaine au Moyen-Orient. Merci Jacques. Pour mieux comprendre l'avertissement de l'URSS que l'URSS vient d'adresser aux États-Unis, nous allons tout de suite appeler Corinne Pertuis à Moscou. Sur place, on constate une certaine effervescence au niveau diplomatique. On rappelle surtout aux Américains qu'ils ne devraient pas dépasser les objectifs fixés par l'ONU. Correspondance de Corinne Pertuis. Il y a une semaine exactement, Mikhail Gorbatchev exprimait son inquiétude devant la tournure que prenait la guerre du Golfe. Il y a un risque d'escalade, avait dit le président soviétique. Il faut tout faire pour éviter cette évolution du conflit. Les événements du Golfe ne doivent pas échapper à notre contrôle. Aujourd'hui, un pas est franchi. Le porte-parole du président, Vitaly Ignatenko, ajoute qu'il y a un danger que la logique du Conseil de sécurité soit violée.
En un mot, que l'objectif fixé par l'ONU, la libération du Koweït, ne soit plus le but ultime. La guerre ne doit pas se transformer en un conflit monstrueux. Pour cela, l'URSS a des propositions de paix. Mikhail Gorbatchev a envoyé dans ce sens plusieurs lettres à différents chefs d'État, dont George Bush. Ce glissement de la position soviétique intervient le jour où l'on apprend le report du sommet Bush-Gorbatchev prévu pour la mi-février. Ce n'est pas un hasard. L'URSS veut bien faire comprendre aux États-Unis que sa solidarité dans la guerre du Golfe peut avoir des limites. Si George Bush s'inquiète de la situation dans les pays baltes, après tout, Mikhail Gorbatchev a bien le droit, lui, de s'inquiéter de la façon dont le président américain applique la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'URSS ne restera pas spectatrice dans un conflit que l'on considère ici comme de plus en plus américano-irakien. L'URSS entend bien retrouver son influence au Moyen-Orient. Les images que vous allez voir maintenant ont peut-être servi de détonateur à l'offensive diplomatique soviétique. Ces images, qui sont de sources irakiennes, je vous le dis tout de suite, montrent que des bombardements toucheraient aussi les civils, surtout à Bassora et aux alentours de Bagdad. Commentaire de Patrick Boitet. Voici les premières images de Bassora, montrées à la télévision irakienne. Des maisons et des immeubles détruits, mais aucun plan large. Rien ne permet de mesurer l'étendue réelle des dégâts ou d'identifier avec certitude où et quand a été tourné ce reportage. Néanmoins, l'agence iranienne IRNA fait état depuis plusieurs jours de bombardements d'une rare intensité sur la seconde ville irakienne. Autre reportage, ces vues seraient celles de Najaf, une ville sainte pour les chiites. C'est là que se trouve le tombeau de l'imam Ali, le gendre du prophète Mahomet. Une fois encore, impossible de reconnaître les lieux et l'importance des destructions. Un seul témoignage nous est offert. Le 20 de ce mois, vers 8 heures, les Américains et leurs alliés sionistes ont attaqué. Ils ont bombardé toute la cité, tout le quartier. C'est un vrai crime. Un caméraman de la chaîne britannique ITN a tourné ces images il y a 3 jours dans l'hôpital Yarmouk de Bagdad. À 15h45, heure locale, des blessés ont afflué en nombre dans les salles d'urgence. Des civils, dont des enfants, en majorité touchés aux jambes par des éclats. Les médecins de l'hôpital déclarent avoir soigné plusieurs centaines de victimes depuis le début de la guerre. Les blessés affirment qu'il n'y avait aucun site militaire dans leur voisinage. Enfin, à la frontière irako-jordanienne, des civils qui fuient la guerre ont affirmé avoir été bombardés sur l'autoroute reliant Bagdad à la frontière. La nuit dernière, le président Bush a déclaré que les États-Unis et leurs alliés livraient une guerre juste et morale. Nous devons agir de manière humaine et raisonnable et faire tous les efforts possibles pour que les pertes soient le moins élevées. Et nous l'avons fait. Je suis très fier des actions menées par nos militaires. Fontaine, hein ? Voilà l'information en direct, je l'apprends à l'instant même, des incursions terrestres en territoire saoudien, selon Radio Bagdad. Nous allons peut-être avoir confirmation de cette information avec Michel Monpontet qui suit pour nous les agences et les télévisions du monde entier. Michel. Eh bien, l'information, effectivement, nous vient de Bagdad et nous la captons par Radio Bagdad. C'est le 23e communiqué officiel de l'armée irakienne depuis le début du conflit. Un communiqué qui annonce la réussite de 2 incursions d'importance en territoire saoudien. Je cite toujours ce communiqué officiel, les Irakiens auraient fait subir aux ennemis d'importantes et de très lourdes pertes humaines et de très lourdes pertes en matériel. Washington vient d'ignorer ce communiqué et parle de désinformation. Un communiqué qui vient de Washington tombe en même temps, qui parle d'une attaque de l'aviation alliée sur un convoi de blindés irakiens dans le désert. 24 blindés, il s'agirait là de la plus importante destruction de blindés irakiens depuis le début du conflit, et Bagdad vient de répondre à ce communiqué également, il nie et parle à son tour de désinformation. Merci Michel. Sachez encore qu'au 13e jour de la guerre du Golfe, Saddam Hussein tente de faire monter les enchères et qu'il continue de jouer sur tous les registres de la guerre des nerfs. Dans une interview accordée à notre confrère de CNN, Peter Arnett, le numéro 1 irakien affirme que certains missiles adaptés des missiles Scud soviétiques ont une capacité nucléaire, chimique et biologique. Ultime bravade ou danger crédible, la plupart des experts occidentaux ont toujours considéré que Bagdad n'avait pas la capacité technologique suffisante pour maîtriser la dissuasion nucléaire. Écoutez. For weapons that came up, I asked
chemical weapons in a land war in Kuwait. He responded, we shall use the weapons that will be equitable to weapons used against us by our enemy. When I said that the multinational forces said they would not use chemical weapons, and would that mean he wouldn't use them, he said, he responded again with a similar answer, and he said, I don't mean that. I said Iraq will use weapons that will equate the weapons used against us. I asked about his unconventional weaponry stores. He said that missiles fired at Israel and Saudi Arabia, which he proudly called Al-Hussein missiles, which were adaptations of the Scud Soviet missiles, he said they have nuclear, chemical, and biological capability. But he did comment, he said all the air superiority you see now that has come upon us has failed. He said we have maintained our balance using only conventional weapons. He added, we pray that not a lot of blood will be shed from any nation. We pray we shall not be forced in taking a forced measure. Voilà, c'était donc Peter Arnett, notre confrère de CNN, qui est le seul confrère occidental encore à Bagdad, encore en Irak. Guerre psychologique ou information réelle, nous vous le répétons tous les soirs dans le journal, nous sommes dans l'incapacité de vérifier certaines informations qui nous parviennent. Celle-ci, par exemple. L'Irak vient d'annoncer la mort d'un aviateur étranger qui était prisonnier. Selon Bagdad, l'homme se trouvait dans un bâtiment du ministère de l'Industrie au moment où il a été bombardé par les forces alliées. C'est la première fois que l'Irak annonce la mort de l'un de ses prisonniers depuis le début de la guerre. Au même moment, la France réaffirme sa solidarité avec Israël. Les parlementaires multiplient les témoignages de solidarité. Dernière visite en date, celle de Pierre Mauroy, qui est arrivé hier soir à Jérusalem. Pierre Mauroy a évidemment commenté le départ de Jean-Pierre Chevènement avant de s'entretenir avec le Premier ministre. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Olivier Lerner. Une journée de folie pour Pierre Mauroy. Des rendez-vous au sommet, il en voulait, il en a eu. Mais Pierre Mauroy n'a pas imaginé une seule seconde que son principal souci viendrait de Paris et qu'il lui faudrait commenter la démission de Jean-Pierre Chevènement. Quand le ministre n'est pas d'accord, il s'en va. Jean-Pierre Chevènement est parti. Et en ce qui nous concerne, je trouve normal que s'il n'était point d'accord, il s'en aille. Et je pense que la démission de Jean-Pierre Chevènement ne peut pas marquer la suite des événements, dans la mesure où la politique sera inchangée. Dans toutes les démocraties, on a vu des démissions de ministres. Et Jean-Pierre Chevènement, d'ailleurs, avait eu des paroles prophétiques, dans la mesure où il avait dit, quand un ministre n'est pas d'accord, il avait même dit autrement, il s'en va. Il impliquait à lui-même, finalement, ce qui s'adressait à d'autres. Pierre Mauroy n'a pas eu le temps de respirer beaucoup durant son bref séjour en Israël. Une alerte au missile Scud irakien l'a contraint à abréger son dîner hier soir. Shimon Peres lui a montré la façon dont il fallait enfiler son masque à gaz dans une pièce calfeutrée. Avec Rabin, Peres et Shamir, Pierre Mauroy a bien sûr évoqué la guerre et l'après-guerre du Golfe. Le premier secrétaire du Parti socialiste a aussi plaidé un peu à la manière de François Mitterrand pour une conférence internationale et pour un règlement rapide du problème palestinien. Yitzhak Shamir, notamment, s'est crispé et Pierre Mauroy le rapportera certainement à François Mitterrand. En Israël, on est de plus en plus convaincu que l'Irak s'apprête à lancer une attaque chimique contre le territoire hébreu. Hier soir, un missile conventionnel est tombé en Cisjordanie sans faire de victimes. Paradoxe de la situation, le Scud est donc tombé en territoire palestinien occupé, non loin d'une population qui a pris fait et cause pour Saddam Hussein. Véronique Tavo. Naplouse déserte, des rues vides. Le 15 novembre dernier, l'armée, après une vague de violence anti-israélienne, imposait le couvre-feu sur la ville. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des territoires occupés, la Cisjordanie et Gaza, qui sont soumis au couvre-feu. 1,5 million de Palestiniens sont concernés par cette mesure. Mesure préventive prise par le gouvernement israélien dès le début de la guerre, il y a 13 jours. La Cisjordanie et Gaza décrétée zone interdite aux journalistes. Résultat, pas d'images disponibles, pas de témoignages. Depuis 13 jours, l'armée patrouille, adressant de sévères mises en garde à la population contre toute tentative de manifestation. Couvre-feu jusqu'à présent très strictement appliqué, mais qui vient d'être partiellement levé. 3 heures par jour, les habitants des villes et des camps palestiniens peuvent sortir pour se ravitailler. La crainte des autorités israéliennes, ne pas pouvoir contrôler les débordements de la population palestinienne très ouvertement pro-Saddam. La crainte d'une reprise de l'intifada ou de la guerre des poignards.
Dès les premières attaques irakiennes contre Tel Aviv, les Palestiniens des territoires occupés avaient manifesté leur joie malgré le couvre-feu. Depuis quelques jours, l'armée israélienne distribue des masques à gaz à la population de Cisjordanie. Jusqu'à présent, 30 000 masques ont été distribués, 30 000 pour une population de 900 000 habitants. On s'interroge depuis quelques semaines déjà sur la position des Palestiniens dans la guerre du Golfe. Dès le départ, Yasser Arafat avait annoncé clairement la couleur en se rangeant délibérément aux côtés des Irakiens. Ces derniers temps, l'assassinat d'Abou Iyad, un proche de Yasser Arafat, avait semé le trouble. Aujourd'hui, certains se demandent si le soutien inconditionnel de l'OLP à l'Irak ne va pas compromettre les chances des Palestiniens lors des futures négociations. Yasser Arafat va répondre aux questions de Christine Ockrent. Le discours, je vous le dis tout de suite, est plus pro-irakien que jamais. Il y a surtout des accusations très graves formulées contre Israël et contre les États-Unis. Accusations à prendre donc, vous l'avez compris, avec beaucoup de prudence, car ces accusations, celles que vous allez entendre, ne sont étayées par aucune preuve. Écoutez Yasser Arafat. Vous savez, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement irakien. Mais, comme je l'ai déjà dit, cette guerre folle, dans cette période, va provoquer de graves problèmes. Par exemple, le Pentagone hier a donné l'autorisation d'utiliser des gaz toxiques. Hier, comment accepter ceci? Des gaz toxiques ou ça? N'oubliez pas qu'ils ont utilisé dans le passé certaines armes interdites, comme à Nagasaki et Hiroshima. Oui, enfin, Saddam Hussein a une pratique plus récente contre les Kurdes. Avec les Kurdes, mais la même chose a été faite contre eux aussi par les Irakiens. Et le Vietnam, qu'est-ce qu'ils ont fait au Vietnam? C'était une guerre propre, ça? L'administration américaine a utilisé toutes sortes d'armes au Vietnam. La guerre, c'est la guerre. Êtes-vous déçu par la retenue d'Israël et sa décision de ne pas répliquer aux attaques irakiennes? J'ai des informations montrant qu'Israël est complètement impliqué dans la guerre, depuis le début. Comment ça? Par différents moyens. Certains de leurs avions, mais ils ne décollent pas d'Israël. Certains de leurs avions participent aux attaques. Vous voulez dire qu'il y a des avions israéliens? Oui, à partir de bases américaines. Et en plus des missiles. Des missiles ont été lancés par l'armée israélienne depuis le désert du Negev, près d'Ayouna, contre la partie ouest de l'Irak. Selon votre représentant au Liban, les Palestiniens sont prêts à engager une attaque en profondeur contre Israël si le bombardement continue en Irak et si le couvre-feu reste imposé aux territoires occupés. Est-ce que ça veut dire que vous voulez ouvrir un deuxième front dans cette guerre contre Israël? N'oubliez pas que nous subissons des attaques quotidiennes, par air, par terre, par mer. Ils se défendent. Ils ont lancé un raid il y a 10 jours. Dans un camp de Palestiniens réfugiés, nous avons perdu 42 personnes et 66 autres furent blessés. Et vous savez ce qui se passe dans les territoires occupés? Plus de 12 jours de couvre-feu complet. Dans certaines parties des territoires occupés, on commence à connaître la famine à cause de ce couvre-feu. Et en Europe, aux États-Unis, on n'a pas protesté contre ce crime contre l'humanité.
to protest against this humanitarian crime. Monsieur le Président, le seul choix pour vous et pour votre cause était-il vraiment le soutien inconditionnel à Saddam Hussein? Est-ce qu'à partir de maintenant, sa défaite ne risque pas aussi de devenir la vôtre? C'est une question de principe. Je ne peux pas accepter la présence, aucune présence, d'un pays étranger sur notre sol arabe. Pensez aux masses, à la rue arabe, particulièrement vous, en Europe, pensez aux masses arabes. Autrement, cette guerre laissera des traces noires dans le siècle prochain. Depuis 48 heures, on s'interroge sur l'arrivée massive d'avions irakiens en Iran. La motivation des pilotes de Bagdad laisse perplexes les Alliés et les hypothèses vont bon train. Certains parlent de défection, d'autres de fuite ou encore de provocation pour entraîner l'Iran dans le conflit. Difficile de faire le point quant au nombre des avions qui ont quitté le territoire irakien. Les chiffres varient entre 100 et 200 appareils. La seule certitude pour l'instant, c'est que l'Iran vient de réaffirmer sa neutralité dans le conflit. Patrice Pellet. Ilyushin 76 pour les transports de troupes, Ilyushin 76 de reconnaissance aérienne, peut-être des Mirage F-1, mais surtout des MiG-29 et des Sukhoi soviétiques, voilà la composition de la flotte irakienne stationnée en Iran. La première hypothèse avancée par les experts occidentaux pour expliquer ce déplacement d'avions prendrait son origine dans les premières heures de la guerre. Saddam Hussein aurait fait exécuter un général de l'armée de l'air et plusieurs responsables de la défense aérienne après les premiers bombardements américains sur Bagdad. Motif, leur incompétence, les pilotes irakiens n'auraient pas apprécié, ils auraient déserté. La seconde hypothèse serait plus stratégique. En Iran, Saddam Hussein regrouperait une partie de sa force aérienne en vue d'une éventuelle opération coup de poing, voire kamikaze, contre les forces alliées. L'Iran, pourtant, dans cette affaire, se veut neutre, comme le rappelle son ambassadeur aux Nations Unies. Les avions seront retenus en Iran jusqu'à la fin de la guerre, affirme-t-il. Lorsqu'elle sera terminée, alors seulement à ce moment-là, nous les rendrons. Il est un fait qu'actuellement nous constatons un certain potentiel cohérent aérien, qui se trouve maintenant en Iran. Qu'est-ce que Saddam Hussein peut en faire? Il peut effectivement espérer, par-delà des déclarations iraniennes d'aujourd'hui, pouvoir récupérer une partie ou toute partie de ce potentiel pour tenter un mauvais coup qui ne changera pas le cours des choses. Qu'ils partent d'Irak ou d'Iran, les avions de Saddam Hussein seront repérés immédiatement. Les forces alliées ont imaginé et sont prêtes à faire face à tous les scénarios. Et on vient de l'apprendre, les forces alliées ont fait savoir qu'elles tireront sur les avions qui se réfugient actuellement en Iran. Yasser Arafat évoquait à l'instant même sur notre antenne les attaques israéliennes contre des camps palestiniens. Eh bien, on l'apprend, il y a eu une attaque israélienne contre le camp de réfugiés palestiniens de Rachidier. Confirmation avec Michel Mampontet. Oui, c'est la police israélienne qui vient de nous amener par la voix de la radio nationale cette confirmation. L'armée israélienne a bien lancé une vaste offensive sur le camp de Rachidier, un camp qui héberge 18 000 réfugiés palestiniens au sud Liban. Les navires, hélicoptères et l'artillerie de l'armée israélienne ont pilonné pendant 45 minutes environ ce camp. On ignore s'il y a des morts ou des blessés, mais selon un porte-parole, il y aurait, entre guillemets bien sûr, de nombreux morts et de nombreux blessés. Et le bombardement, selon des sources palestiniennes, continuerait sur ce camp de Rachidier. Merci Michel. Sur le terrain, peu d'informations nouvelles aujourd'hui. Les Américains annoncent qu'ils ont détruit un dépôt de pétrole et 2 rampes de missiles. On vient d'apprendre également que des hélicoptères britanniques, américains et saoudiens avaient attaqué tout à l'heure une flottille de 17 patrouilleurs irakiens. L'opération s'est déroulée au large du Koweït. Les résultats de l'attaque ne sont pas connus pour le moment. Grâce à nos envoyés spéciaux, voici maintenant un reportage complet consacré aux troupes françaises en Arabie Saoudite. Il s'agit d'une visite guidée au centre de soutien logistique quelque part dans le désert saoudien. Ceux que vous allez voir sont en base arrière, mais ils font marcher la machine, comme on dit. Reportage de Laurent Boussier. Ces lettres, ces paquets qui arrivent au beau milieu du désert, ce lien précieux avec ceux qui sont restés en France, c'est la partie la moins militaire, mais souvent la plus attendue, du soutien logistique aux troupes stationnées dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Ces réservoirs souples, dans lesquels sont entreposés plus de 2 millions de litres de carburant, soit 5 jours de combat pour tous les véhicules de la division Daguet,
C'est une des parties opérationnelles de cette même logistique. Ici, nous sommes dans une zone d'appui qui sert à réapprovisionner en carburant, mais aussi en vivres et en munitions les régiments de première ligne. Dans ce pays, l'Arabie Saoudite, grand comme 4 fois la France, la logistique française, c'est 600 véhicules et 2500 hommes, soit un quart des effectifs présents sur le terrain. Mais malgré ces moyens importants, des problèmes demeurent. Des problèmes de délai peut-être, encore que nous sommes prêts à réagir au plus vite. Vous constatez autour de vous que toutes nos munitions, toutes nos réserves de carburant, tous nos vivres sont immédiatement disponibles. Les chargements se font, vous l'avez constaté, d'une manière extrêmement rapide. Donc les choses évolueront très très vite dans le bon sens, j'en suis persuadé. Dans cette zone où le dispositif français est intégré au dispositif américain, la logistique, c'est aussi le soutien santé des différentes armées présentes sur le terrain, la réparation des véhicules, des armes et des hélicoptères des troupes de combat. Le groupement de soutien logistique, c'est le poumon de la division d'Aguet. Situé à 50 km à l'arrière des régiments de combat de cette division, c'est lui qui doit l'approvisionner et qui l'approvisionnera le jour où cette division sera engagée dans le conflit. Merci Laurent. Voyons rapidement les autres faits marquants de l'actualité, notamment dans l'Hexagone. Attentat à l'explosif contre un centre de vacances hier soir sur l'île de Beauté. Les 5 explosions entendues vers 23 h ont endommagé plusieurs villas du centre des Marines de Pévany, situé près de Sagone. Le commando de 4 ou 5 hommes, masqués et armés, avait auparavant ligoté le gardien. Sur les murs du village, la lettre R, qui est la signature de Resistanza, un groupe de clandestins qui a déjà revendiqué une trentaine d'attentats en Corse depuis septembre dernier. Le football, à présent Marseille en état de choc après la sanction qui frappe Bernard Tapie. Nos confrères du Provençal titrent ce matin l'OM décapité. Les joueurs de Marseille ont repris l'entraînement aujourd'hui, mais le moral, vous vous en doutez, n'y était pas. Reportage de Patrice Velay et Jean-François Giorgetti. Le ton est donné pour le premier entraînement des grévistes de l'OM. Tous présents, appliqués, mais sans doute un peu la tête ailleurs. Il faut qu'on se voit tous les joueurs et qu'on décide et qu'on parle. Je crois qu'il ne faut pas parler dans le vide dans ces histoires-là. Je crois que le président a été pénalisé très sévèrement et très injustement à notre égard. Demander à Jean-Pierre Papin, c'est le capitaine. C'est plus logique de demander à Jean-Pierre Papin. Et sinon, on n'a pas eu de discussion avec Tapie. Tapie, l'homme invisible, aujourd'hui à Marseille. Pas un mot de plus de la part des joueurs. Seul Raymond Goethals se hasardera à donner son avis. La seule chose, je serais M. Tapie, c'est pas maintenant que je partirai, vous savez. Bien au contraire, parce que c'est peut-être le jeu des autres. Hein. Les autres, ceux qui en voudraient à Bernard Tapie. Certains parlent de coups montés par l'UDF Jean-Claude Gaudin. Adversaire de Tapie, il compte aussi le président de la commission de discipline, André Soulier, parmi ses amis politiques. Je m'étonne et m'insurge contre cet amalgame. Il s'agit d'une décision interne au football français. Demain, Bernard Tapie verra ses joueurs. Question, saura-t-il les convaincre de lever leur grève? Le ski à présent, nouvelle médaille française au championnat du monde qui se déroule en ce moment en Autriche. Carole Merle confirme son retour en forme. Elle décroche la médaille d'argent du Super G. Elle n'est battue que de 11 petits centièmes de seconde par l'Autrichienne Ulrike Mayer. La médaille de Carole Merle à travers 3 gros plans, signé Gérard Holtz. Carole Merle concentrée. À quelques secondes du départ du Super G, les trajectoires visualisées. Carole, heureuse mais inquiète. Elle a réalisé le meilleur temps, mais Ulrike Mayer, l'une des favorites, est en piste. Et puis Carole battue. L'Autrichienne vient de faire le meilleur chrono, 1:08:72. Elle est championne du monde de Super G pour la 2e fois consécutive. La Française obtient la médaille d'argent. C'est sûr que j'avais déclaré que l'or, c'était ma satisfaction première. Et c'est vrai, mais enfin, je suis quand même bien satisfaite avec cette médaille d'argent. Pour terminer, l'image du jour, Petra qui va faire patatras. La chute de la grande vedette autrichienne, Petra Kronberger. Faute de quart à quelques mètres de l'arrivée, là. Elle termine sur le dos à la 6e place, mais beaucoup plus grave, la championne du monde de descente se serait cassé un ligament du genou. Ce qui, évidemment, empêcherait celle qui était la grande favorite de ces championnats du monde de participer aux prochaines courses. Une bonne nouvelle pour les amateurs de rallye et surtout pour les couleurs françaises, ceux qui défendent les couleurs françaises. Le Français Delcourt, François Delcourt, qui est associé à Anne-Chantal Powell sur Ford Sierra, se rapproche dangereusement de Carlos Sainz, qui est toujours en tête du rallye de Monte-Carlo. Il n'est plus qu'à 8 secondes. Arrivée serrée donc, nous serons fixés cette nuit et vous aurez les résultats demain dans Télématin.
Pour ceux qui ont pris ce journal en vol, voici le rappel des principaux titres de l'actualité. Ce soir, c'est Louis Carzou qui surveille très attentivement les téléscripteurs. Hostile depuis le début de la crise à la logique de guerre, Jean-Pierre Chevènement a finalement démissionné ce matin. Selon l'ancien ministre de la Défense, cette logique éloigne la France des objectifs fixés par les Nations Unies. Le nouveau ministre de la Défense est Pierre Joxe, lui-même remplacé par Philippe Marchand, place Beauvau. Mise en garde soviétique au lendemain du report du sommet Bush-Gorbatchev. Selon Vitaly Ignatenko, le porte-parole du chef d'État soviétique, la logique des alliés contre l'Irak risque d'outrepasser les résolutions des Nations Unies. Moscou s'apprêterait à prendre une initiative diplomatique dans le conflit du Golfe. Yasser Arafat réaffirme son soutien sans faille à Saddam Hussein et à l'Irak. Au cours d'une interview exclusive pour Antenne 2, le leader de l'OLP a notamment prétendu qu'Israël serait impliqué directement dans la guerre, une accusation pour laquelle il n'a cependant pas apporté de preuves. Dans quelques instants, la météo avec Sophie Davant. Tout de suite après, place au divertissement avec une comédie de Christian Gion intitulée « Les diplômés du dernier rang ». En vedette, Michel Galabru, Marie Laforêt et un certain Patrick Bruel. 22h15, Christine Ockrent demandera à l'abbé Pierre de nous dire ce qu'il a fait de ses 20 ans. Dernier journal vers 23h30 avec Philippe Gassot. Pour les leftos, n'oubliez pas que dès demain matin, à 6h, nous vous présenterons un premier flash d'information consacré à la guerre du Golfe. Merci d'avoir choisi Antenne 2 et à demain, 20h. Bonsoir. Come prima, più di prima t'amerò per la vita. Voici Dolce Vita, Dolce Vita di Yoplait. Dolce Vita, le nouveau dessert des fous de chantilly et de chocolat. Dolce Vita, Yoplait, une fleur, la vie. Bonjour. Cette lettre va peut-être vous surprendre, mais je voulais savoir si vous étiez bien dans votre cuisine Mobalpa. Si son décor, sa disposition, bref, si tous mes petits conseils vous aident aujourd'hui à vous y sentir bien. Signé, votre installateur conseil Mobalpa. Cuisine Mobalpa, pour être sûr d'être bien. Les petites baisses de forme, savez-vous avec quoi ça se traite? Avec la Roscorbine, comme ça. La Roscorbine, vitamine C, un petit geste pour la grande forme. Ceci est un médicament. Ce soir, c'est moi. Non, c'est moi. Tu me résistes? Résistal de Tefal résiste aux épreuves de tous les jours. D'un côté, elle résiste encore mieux à la rayure avec son nouveau revêtement en relief. De l'autre, elle résiste à la déformation avec son nouveau fond. Résistal de Tefal, elle vous résistera longtemps. Tefal, tu penses à tout. When I need love, I hold out my hands and I turn. Sheba, pour dire je t'aime. We want to be free to do what we want to do. Away, baby, let's go. Nouvelle Rover. Quand on remontait chez nous, Honorin et Gaston, le boulanger, ils mettaient pas longtemps à arriver avec le pain et le vieux pané. Faut dire que son vieux pané, Honorin, c'était un rêve. C'était de l'amitié à lui tout seul. Le vieux pané, c'est bon comme du bon pain. Il y a une demi-heure, cet homme avait tellement mal à la tête qu'il ne tenait pas sur ses jambes. Aspirine 500 vitamine C au Berlin, ceci est un médicament. Get that
suffit. Maxwell Qualité Filtre. Maintenant, quand vous lavez votre maison, vous faites un geste pour la nature. Voici Maison Verte. Maison Verte, c'est une gamme de produits d'entretien aux agents lavants d'origine végétale. Dur pour la saleté, mais doux pour la nature. Maison Verte, rendons le sourire à la nature. Chewing-gum Cimerol, on peut faire ça, mais c'est mieux avec. En direct sur Antenne 2, depuis le Zénith, avec RTL, Télépoche et relayé par TV5 Europe, la musique fête ses stars au cours d'une soirée exceptionnelle, pleine de suspense et d'émotion. Du rock au top, en passant par le lyrique et le classique, toutes les musiques sont samedi sur Antenne 2 en présence de toutes les stars de l'année. Les 6e victoires de la musique, le plus beau plateau de l'année, samedi soir sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous conseille de bien vous couvrir demain matin car le thermomètre va accuser une sacrée chute. On devrait relever des valeurs de l'ordre de moins 10 degrés en région parisienne, dans le nord-est du pays, dans le centre, et puis dans les vallées du Massif central, dans les vallées du Rhône. Donc couvrez-vous bien. En fait, le ciel sera bien dégagé donc sur le nord et le nord-est, ce qui explique cette chute du thermomètre. En revanche, ça se gâte un petit peu sur l'ouest du pays avec l'arrivée de nuages et de pluie, l'arrivée d'une perturbation. La journée de demain marquera l'amorce d'un changement de temps. Cette perturbation ne sera pas très active.